Et bonjour à tous, c'est Germain de Bax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude pour un nouveau tutoriel PrestaShop, comme le veut la tradition, comme depuis toujours. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas jeudi, on est mercredi. Un petit jour d'avance, un petit peu de décalage dans le planning. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble? On va voir refonte de PrestaShop. Est-ce vraiment nécessaire? Euh, donc la refonte, donc le remaniement de votre site e-commerce, bah encore trop souvent aujourd'hui c'est lié à mettre à jour PrestaShop, ce qui à mon sens est vraiment incohérent. Et même pour ça on va dire que les hébergeurs facilitent pas la chose, puisque j'ai encore vu, c'était quand la semaine passée, hébergeur qui en discours suivant, PrestaShop 7.4 minimum, 7.4 minimum pour PHP, et les clients en sueur qui disent ah bon il faut absolument qu'on migre quoi. Et alors que il y a des sites qui sont sous PHP 5.6, donc même si considérés comme désuètes et exposés à des failles de sécurité. De nouveau je dis exposés à des failles de sécurité parce que les failles de sécurité sont très rarement exploitées quand même par le langage, mais bien plus par des accès qui traînent ou des plugins connus pour leurs failles de sécurité par exemple, que de la version de PHP hein, typiquement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Une partie des e-commerçants sont en train de détruire complètement à chaque fois le socle sur lequel ils sont en train de se construire. Ils ont construit un PrestaShop, ils ont mis le template, ils sont sur une version, ils font un upgrade, et là, tu repars de zéro. À dire, ouais, mais tu repars de zéro, bah non, je les commande, je les articles. Oui, mais il y a quand même passablement de changements qui se produisent, notamment dans le code source et aussi sur l'interface du site. Ben, on est en fait dans un cercle perpétuel où en fait on n'arrive jamais vraiment à optimiser la boutique et à chaque fois qu'on fait une mise à jour ou un upgrade, ben, on perd quand même passablement de changements, surtout lors des upgrades. Les mises à jour, bon, c'est le grand débat, mise à jour ou pas mise à jour, mais donc je veux dire lorsqu'à partir du moment où on change de version, il y a potentiellement des risques de downgrader plutôt que de upgrader. Euh, Ce que vous devez comprendre absolument, c'est que même si aujourd'hui vous avez un nouveau shop maintenant, un tout nouveau shop flambant neuf, il sera loin d'être parfait, clairement. Même si vous faites appel aux meilleurs experts, même si, même si vous mandatez pour faire votre boutique PrestaShop, une fois qu'il sera terminé, il ne sera pas parfait, clairement pas. Parce qu'il n'y a pas un début, une fin. Je veux dire, c'est pas comme, je veux dire, 1 plus 1 égale 2. Bon, c'est terminé, on a fait le tour. Hein. On va pas rentrer dans le débat si 1 plus 1 égale 11. Hein, ou, voilà. Mais vous voyez que je veux dire. C'est qu'il y a en fait un début, une fin. Dans le e-commerce, la création de site, finalement, il n'y a pas réellement une fin en soi. Donc il y a une fin qui est décidée surtout par rapport au budget du client, mais après on pourrait continuer à l'infini en utilisant le budget du client. Et donc, il n'est pas possible de créer un site e-commerce élite dans son domaine en one shot. Voilà. Donc il faut en fait continuer à itérer, à optimiser l'existant. Et donc, refonte, à mon sens, c'est éviter de tout changer. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est que refonte, c'est souvent tout changer ou changer trop de trucs. Donc on va voir un petit peu comment faire et comment s'y font les autres. Et on va regarder un petit peu autour de cette problématique, comment vous pouvez procéder et quelles questions vous allez devoir vous poser pour arriver à faire quelque chose d'intelligent. C'est parti, on y va, go. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans, moi j'ai été regarder comment refaire une refonte de e-commerce. Je tapais ça dans Google, je tombais sur quelques liens, j'ai pris vraiment les premiers liens qui m'arrivaient. Donc, refonte du site internet, quand agir, quand le design a mal vieilli. Alors de nouveau, ça c'est toujours des mal vieilli. Qu'est-ce que ça veut dire mal vieilli? Parce qu'il y a des designs qui ont mal vieilli mais qui vendent bien. Donc est-ce qu'il faut toucher un design qui a mal vieilli mais qui vend bien? Quand les performances chutent. Ouais, après il faut voir le pourquoi parce que je sais pas si vous avez plein de contenu médiocre dans le site, même que ça ce nouveau template, nouvelle structure ou non, ça va pas changer s'il y a trop de... Vous avez 10 000 articles mal optimisés, bon ben est-ce que ça sera mieux avec le nouveau PrestaShop? Pas sûr. Je dis ça de nouveau PrestaShop alors qu'on est sur Oxatis.
Ils existent toujours avec ça. Je dis oui, ils existent toujours, il me semble que c'était en redressement, non? Non mais je ris parce que je parle de ça comme si je connaissais... C'est fou comme on retient toujours le négatif de ça. Non, Oxatis, voilà, solution e-commerce très populaire, mais je sais pas, dernier truc qui me sont restés en tête, c'est qu'ils étaient en train un peu de pédaler, mais ouais, je vois qu'ils sont toujours là, bah, tant mieux, hein, tant mieux. Ça équilibre le marché. Lorsqu'il faut, alors lorsque le site n'est pas optimisé par le référencement, bah, parce qu'il faut faire forcément une refonte. Mobile first dans la refonte. Bah, aujourd'hui, on va dire tous les sites quasiment sont optimisés pour mobile. Alors là, c'est vrai que ça peut être un critère. Hein. Si c'est vrai que si le site n'est pas optimisé pour mobile, bon, mais de nouveau, tenir ce discours à vous qui m'écoutez, je pense que si vous m'écoutez, là, vous êtes en train de regarder cette vidéo, je pense, j'imagine que vous êtes mobile first hein, à l'heure actuelle. Ouais, mesurer les performances des résultats actuels, puis après, ouais. Ça aussi, c'est un truc, c'est même si on prend des fois toutes les bonnes mesures, donc les bonnes précautions, de faire même des redirections 301 si les liens changent et tout ça, quand on fait une refonte, bah, il y a, dites-vous bien ceci, il y a énormément de cas où il y a des refontes de sites qui sont faites, et en fait, ben, le site, oui, il est peut-être plus joli, mais il vend moins. C'est un cas qui arrive assez souvent quand même. Je dis pas qu'il faut rien changer, mais je veux dire, il faut pas s'attendre forcément à un succès. Ça, c'est souvent attendu un succès, alors que c'est pas aussi sûr que ça en fait. Je vais juste aller voir un autre truc. Un autre client que j'avais vu. Création ou refonte de site e-commerce. Qu'est-ce que... Ouais, repenser un peu l'arborescence, ouais, le parcours client, les structures des pages. Ouais, ça. Puis de nouveau, après, c'est est-ce que en réalité, on va presque aussi loin, parce que la plupart des sites e-commerce, hein, pour une bonne partie des e-commerçants moyens, petits, on prend un template, on le pose dessus, et puis voilà, hein, on va dire, on fait pas du sur-mesure avec une réflexion très aboutie. Non, mais concrètement, pour être réaliste, c'est ça. Donc oui, il faut que le site soit optimisé, mais ouais, si on choisit déjà un bon template, on peut bien sûr gagner du temps. Mais ouais, qu'est-ce qu'on a? Ouais, après c'est toujours pareil, c'est dire toutes les choses qu'il faudrait faire, c'est comme si je vous dis il faut faire du sport plusieurs fois par semaine, etc. Les choses à faire, tout le monde le sait. Le problème, c'est appliquer, quoi. C'est appliquer ça et sur du long terme, c'est ça qui est compliqué. Bon, alors regardez maintenant un peu de truc, des avant-après, des refontes. Je suis juste tombé sur ce site là. Alors, c'est très bien fait ce qu'ils ont fait eux là, Agency, puisque ils ont fait du avant-après. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste vous montrer un truc. Les clients ils sont possédés, ils sont hypnotisés par le refonte. Ah, j'aime mieux maintenant. Là, regardez, on a le avant-après. Ça, c'était quoi? Ça, c'était avant. Avant, c'est à droite, puis après, c'est à gauche. Allez, ça, c'était avant. Ça, c'est maintenant. Bon, ok, quoi. Ici, bon, ça, c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. Bon. Mais même, on pourrait être surpris. Hein, peut-être que cette notion par bloc, là, vous voyez, là, j'ai l'impression que c'est un peu de l'information qui est posée un peu flottante. C'est un peu le style de maintenant. Mais ici, c'est plus rangé par bloc. Peut-être que ça, c'est plus engageant que ça. Ça se pourrait, hein. Et peut-être qu'on reviendra en arrière là-dessus. Je dis pas que les sites qui ont fait maintenant, ils sont moins bien que ceux d'après. Mais c'est quand même vachement discutable. Alors bien sûr, il y a des styles, ça c'est le style plus ancien, clairement. Mais se dire que ça, c'est forcément mieux que ça, c'est comme un peu la mode, entre guillemets. Alors bien sûr, il y a quand même des codes de design qui ont évolué, mais c'est comme, je sais pas si vous dites les pattes def, bah ouais, ceux qui mettent les pattes def, c'est complètement has-been. Ceux qui disent que c'est has-been, c'est des has-been. Eh ben, euh, un jour, ça tourne et puis ça revient un peu dans ce style-là. C'est comme le flat design, c'est comme plein de trucs. Allez, entre ça et ça,
Ça, vous pouvez avoir un truc épuré, finalement, voilà. Ou même vous prenez ça, vous enlevez encore quelques petits trucs, vous mettez qu'une seule couleur, monochrome. Ah, voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les codes esthétiques, le avant-après, c'est vachement subjectif, quoi. Enfin, moi je trouve, quoi. Un design, bien sûr, il influence la conversion et la capacité du visiteur à acheter sur le site et de créer de l'interaction avec le site. Mais voyez, dans les exemples que je viens juste de voir ici, par exemple, ouais, moi je suis un peu mitigé. Alors, ce qu'on va faire, c'est. Ah, mais je suis mitigé pas par rapport à leur travail, hein, clairement, ça n'a rien à voir, hein. C'est juste que là, c'est pratique leur site, d'ailleurs, c'est très bien fait, parce qu'on peut voir le avant-après. Ça, je trouve vraiment très bien. Mais, moi, c'est vraiment des questions que je me pose, quoi. Alors, je vais aller sur YouTube. Alors, je vais m'intéresser à un cas d'Amazon. Alors, on va dire, non, mais Amazon, là, c'est abusé. Alors, bon, je vais. S'il n'y en a qu'une seule pub, on va laisser. Oui. Alors, Amazon. Amazon, bien sûr, ils sont très gros, bien sûr, ça semble un cas éloigné de vous, mais j'aime bien parce qu'on peut quand même voir un peu l'historique de comment ils évoluent. Est-ce que je peux mettre un peu en HD ça? Voilà. Là, c'était combien? C'était en 1990. Alors, c'est vrai que si on regarde ça aujourd'hui, on se dit, bon, la feuille le fichier CSS, il a sauté là, et la mise en forme, elle a complètement bugué. Mais, quoi qu'il en soit, on peut se dire quand même, c'est quand même Amazon, hein. Alors, on reconnaît quand même Amazon. J'avance un petit peu. 2001, 2005, 2008. Ouais. Ah, je trouve quand même que déjà ici, en 2013, si je compare avec Amazon de maintenant, on est quand même, donc 2013, ça fait, j'allais dire, il y a 10 ans, hein, 10 ans en arrière. J'ai l'impression que le site a pas trop changé quand même, hein. Hop, 2013, 2015, regardez. Je vous montre ça vite fait. Ça et ça. Vous avez l'impression que ça a vraiment changé? 2015, ça fait, non, ça va dire ça fait il y a 8 ans. Maintenant, la moyenne des sites, quel site e-commerce il dure plus ou moins 8 ans là, avec un même design? C'est extrêmement rare. Moi je vois les commerçants ils refondent à la vitesse de l'éclair quoi. Enfin, ils refondent, ils changent de template, ils font une upgrade et voilà. Mais regardez Amazon, 2015 et maintenant franchement c'est pareil, le site a peu évolué. C'est ça que je vais vous montrer, c'est que finalement, eux, ce qu'ils font, c'est ils optimisent leur structure existante. Alors bien sûr, ils font des petits changements, il faut quand même des, voyez, il y a quand même il y a quand même des sauts, hein. Mais ça reste dans la douceur, quoi. Et pas, bien sûr, ils se préoccupent du client, mais pas que. Je pense que techniquement, ils peuvent pas commencer à dire non, on change tout, quoi. Mais les petits commerçants, souvent, une partie, ils ont rien à perdre, ils changent tout, finalement ça leur change pas grand chose parce qu'initialement ils faisaient déjà pas un maximum de ventes. Mais c'est peut-être ça le problème. C'est de se dire plutôt, mais pourquoi le site il arrive pas à vendre plutôt que de continuer à tout changer. Parce que si vous êtes en train de tout changer en permanence, vous comprenez pas qu'est-ce qui va pas. Parce que vous changez tout. C'est comme si vous avez un sac, vous secouez, vous dites, vous lancez sur la table tous les éléments, vous dites, bon bah ça marche pas. Vous remettez tout dans le sac, vous secouez, vous remettez tout sur la table, ça marche pas. Et en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est, bon, bah, vous mettez une fois tout sur la table, vous remuez un élément, vous regardez ce qui se passe, vous remuez un deuxième élément, vous regardez ce qui se passe, et comme ça, vous avancez, vous touchez progressivement tous les éléments, parce que si vous faites chaque fois tout remuer, vous ne pouvez pas savoir. Bon, les grands fondamentaux que vous devez comprendre. Vous, votre but en e-commerce, c'est de vendre. C'est vraiment important, c'est ça. Vous avez un site e-commerce, là, vous avez votre PrestaShop, votre but, principalement, votre concentration numéro 1, c'est de vendre pour un e-commerce, c'est ça.
je veux dire, il n'y a rien de compliqué à comprendre ça. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Vendre. Le truc, c'est que votre site e-commerce, votre plateforme, etc., sa version et tout ça, c'est une partie de l'équation. Pourquoi c'est une partie de l'équation? Parce que quoi qu'on dise, vous pouvez avoir la meilleure plateforme, les meilleures bannières, tout ce que vous voulez. Il y a déjà une histoire de marché. Si, je vais prendre un exemple. Je vais dire maintenant, moi je vais acheter un motoneige. Regardez, deuxième résultat, MacDimo. Voilà, il y a un .ch donc. Après j'ai Motoscoot, j'ai Rimotech, j'ai Cadeau. Alors là ça commence, j'allais dire, ça commence à déconner là. Parce que vous voyez, je vais acheter un motoneige, mais après on me propose des cadeaux. Puis après on passe sur les pages françaises, donc en fait ils trouvent plus rien vraiment dans les pages suisses. Donc ouais, oui, ils trouvent des choses, mais bon. Ici, on tombe sur un site e-commerce avec des motoneiges à acheter. C'est classique, hein, donc rien de fou, mais il est numéro 1 quoi. Il est numéro 1 là, avec une page assez standard, hein, sur motoneige. Il y a un autre ici. Ah, il est numéro 2 avec une page vide de motoneige. Donc, finalement, j'allais dire, qu'est-ce que... Puis il est même pas sécurisé, voilà. Bon. C'est pour ça que je veux dire, finalement, quelle importance d'avoir le dernier PrestaShop, la dernière mise à jour, le dernier template. Ça dépend de votre marché. Est-ce que vous pensez que finalement ça change toujours la donne? Non. Concrètement, il y a des marchés où même si vous avez un site bancal, ça peut très bien fonctionner. Mais, attention, je vais faire une autre recherche sur, je sais pas, fleurs séchées. Et déjà là, ça nous bombarde de... Regardez, il y a cadeau là, 24 là. Non mais c'est un truc de fou. Regardez voir ça. Cadeau 24. Non mais il y a certains sites, ça fait peur. Cadeau 24, il sort sur motoneige en Suisse. Et il sort sur fleurs séchées. Non mais c'est un truc de fou quoi. Non mais deux requêtes qui ont rien à voir, ils sortent. Là, il est où fleur? Alors mais attendez, non mais là ils sortent en naturel, mais pourquoi? Non mais c'est bizarre hein, quand même, hein, qu'ils arrivent à sortir là. Par SMEC. Cadeau 24.ch. Mais ce qui est fou, c'est le même site. Bon là on est d'accord que c'est... Non, on est d'accord que là c'est une annonce payante, mais ce qui m'intéresse de voir c'est... Ouais, c'est ouf, hein. Ils sortent sur deux... Oh là là. Ouais, c'est incroyable. Alors c'est peut-être un pur hasard, et puis c'est surprenant du coup, mais ouais. C'est là deux trucs à l'opposé et ils sortent. Bon. Mais, alors là, si je prends justement fleurs séchées, ok, bon, boum, il y a plein de trucs. Je regarde même dans les résultats naturels, on a des dépôts. On a quoi? Mikasa, dépôt, Maison du Monde. Bon, Maison du Monde. Bon, bah, vous avez des géants qui sont là. Est-ce que vous pensez que finalement avoir un nouveau template PrestaShop va vous permettre de bousculer Maison du Monde? Qu'est-ce que ça change finalement que ça soit un nouveau template, que ça soit une nouvelle version de PHP, que ça soit qui soit allez, je dire 10% plus rapide? Franchement, franchement, ça change rien. C'est, il faut qu'il y ait une réelle valeur ajoutée en plus, quoi. Regardez ce que proposent vos concurrents. Si vous vendez des fleurs séchées, mais que en termes déjà d'esthétique, en termes de prix, je veux dire l'esthétique est moins bonne, le prix vous êtes plus cher que Maison du Monde, il n'y a pas besoin de, il n'y a pas besoin de chercher trop plus loin. Je veux dire par là, c'est que vous pouvez avoir le meilleur template PrestaShop que vous voulez, mais si les images de vos produits sont pas au top, que le contenu il est pas trop, je veux dire, le texte il est même pas bien vraiment rédigé et que l'offre elle est limitée, je veux dire, je sais pas, dans les fleurs vous avez juste un choix, alors que déjà chez les autres il y en a 10 ou 20 ou 30.
peu importe. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire appel un peu à votre bon sens. Le template et le PrestaShop, c'est le socle, c'est un outil de travail, mais c'est pas le PrestaShop en soi qui vous fait sortir dans Google, voyez, numéro 1, c'est quand même votre capacité à le modeler, quoi. C'est ça que j'aimerais dire. Si vous le modelez, si vous essayez pas de le modeler ou ajouter votre âme dessus, ajouter votre touche. Non, j'allais dire pour finir, on va dire à ChatGPT, fais-moi un PrestaShop, injecte-moi les produits et puis voilà. Il aura fait l'équivalent de ce que vous pouvez proposer, bah, en plus vite, quoi. Mais vous devez faire quelque chose qui est quand même différenciant, quoi. Et ici, c'est tous les mêmes fonds, c'est bien présenté. C'est... Mais déjà, rien que ça, je dis les photos, la plupart des cas, des fois les photos, ça tient déjà pas la route. Donc les photos et le prix, des fois c'est HS déjà. Alors bien sûr, des fois ça peut justifier d'avoir un prix plus cher. Mais il faut aussi que le contexte, vous voyez, hein, ça fasse un petit peu... Regardez, il y a une photo de contexte là aussi avec l'article, etc. Chose qu'on ne retrouve pas chez beaucoup d'e-commerçants. C'est pas des trucs incroyables, difficiles à comprendre, mais c'est un truc qui demande du temps et de la mise en œuvre qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts et qui, on va dire, moralement, c'est très sollicitant. C'est ça, en fait, la difficulté. Bon, ce que je veux vous dire par là, c'est que si ce qu'il vous faut, vous, avec votre e-commerce, concrètement, c'est avoir des visiteurs, mais qui convertissent. C'est ça qui est important. Et on a vite compris. Regardez le taux de conversion, voilà, si on regarde le taux de conversion moyen, c'est pour quand ça? C'est pour 2022. C'était pour 2022, donc 3% et 1,6 sur mobile. Bon, on vulgarise, mais entre 1 et 3%, quoi. Donc ça veut dire qu'il vous faut 100 visiteurs par jour pour espérer faire une commande, quoi. Ou un peu plus, ça dépend de la capacité de votre site à convertir. Mais si vous êtes sur un marché ultra concurrentiel, comme je sais pas, le fleur séché, le client il va aller déjà voir plein d'autres sites. Si vous n'êtes pas assez bien, bah, et puis Google comprend très bien. Je veux dire, si vous arrivez sur un site, est-ce que je peux aller voir sur les fleurs séchées? Allez, je vais aller chercher loin. Hop, boum. Bon, lui, il n'est pas e-commerce, mais il sort, hein. Très loin. Ah, il y a même Braque. Là, là, là. Boum. Je sais pas, je prends une page comme ça. Est-ce que ça, c'est vraiment intéressant? Pas trop, hein. Enfin, à moins qu'il y ait une grande valeur ajoutée là-dedans. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est... Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste dans le marketing pour comprendre ça. Le client, il va s'arrêter à des choses quand même assez simples. Les photos des produits, un prix cohérent, une présentation du produit, qu'est-ce qu'ils disent. Alors, nouveau, bien se dire aussi, c'est que les gros, eux, ils peuvent se permettre de négliger et d'abréger un peu les descriptions qu'on prenait des dépôts, des maisons du monde, etc. Ils peuvent se permettre de... Des fois, il y a des clients qui me disent, ouais, mais regardez, Maison du Monde, ils ont fait des trucs très courts et tout, ça leur va très bien. Oui, mais ils ont même plus besoin de convaincre leurs clients, ils ont des magasins physiques et tout, les gens sont déjà en confiance, veulent acheter de la déco, hop, ils vont sur Maison du Monde, ils achètent. Mais le pire dans tout ça, c'est que des fois, même ces grands groupes, en faisant des choses simples, ils font mieux que le petit. C'est ça le pire. Et donc vous devez vraiment absolument rivaliser avec ça. Et puis bien sûr, donc ce que je veux dire par là, c'est que finalement, peu importe si le thème il est un peu sale, c'est pas ça qui va freiner les clients. Moi je vois je vois des fois des clients avec des thèmes assez sales, mais justement des produits qui sont demandés par le client, juste simplement où il y a l'offre, enfin où il y a la demande du client, comme on a vu pour les motoneiges, bah oui, vous pouvez vendre d'un coup, je sais pas, 10 motoneiges je dis à 15 000 francs ou 15 000 euros par an, avec un site vraiment horrible. Enfin, entre guillemets, je vulgarise toujours, mais comme j'avais dit tout à l'heure, ici on avait, vous allez peut-être pas vous vendre des motoneiges, mais là le client il voit ça, il se dit bon ben ok je vais les appeler, ils ont peut-être ça, je les appelle, ok est-ce que vous avez ce truc, bon bah il va pas forcément faire la commande online, mais il arrive à avoir un peu d'activité sur son business en fait. Hein, voilà.
Maintenant, je vais encore... qu'est-ce que je vais vous dire? Oui. Alors, soyez intelligent. Soyez intelligent et pragmatique sur votre site e-commerce. L'accueil. J'ai déjà parlé. Vous mettez une bannière actuelle avec un message dessus. Voilà. Ça soit récent. Les produits populaires, vous sélectionnez quelques produits à mettre sur la page d'accueil. La structure du menu, il faut que ça soit un menu cohérent. Des fois, j'ai des menus qui sont mal structurés. On ne trouve pas ce qu'on veut les produits. Un menu cohérent. Des catégories, voilà, dans les catégories, catégories et sous-catégories, ça vous faites quelque chose aussi de nouveau de harmoniser avec votre activité. Les photos, ah oui les photos, mais c'est tellement évident, mais est-ce que vous avez des photos uniques? Non. Est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que vous êtes capable de faire des photos mieux que le fournisseur? Ou est-ce que vous voulez faire plusieurs photos? J'en ai déjà parlé aussi dans d'autres tutoriels. Le nom du produit, est-ce qu'il est explicite ou pas? Est-ce qu'il s'appelle Pull Colibri ou il s'appelle XB2, vous voyez? Et est-ce qu'il y a une description du produit? Est-ce qu'on peut faire un filtre? Est-ce qu'on peut trouver facilement les produits en faisant un filtre? Ah, vous n'avez pas mis les caractéristiques. Bon, ça serait peut-être bien de les mettre. Ah, les images des produits sont pas uniformes, ça serait bien de les uniformiser. Ah, vous n'avez pas changé le slide à la page d'accueil, ça serait bien de mettre quelque chose. Ah, les produits populaires sont restés depuis 6 mois les mêmes, ça serait peut-être bien de changer. Ah et si on faisait quelque chose avec la newsletter? Et si et si on disait on met une vidéo YouTube dans le produit? Et si on organisait un petit concours? Et si on faisait quelque chose sur les réseaux sociaux? Et si on faisait une petite soirée Tupperware? Et si et si plein de choses. Et en fait, vous devez aussi avoir une capacité à créer de l'attraction par les réseaux sociaux, en faisant des événements, en faisant du contenu intéressant pour votre audience. Ce que je veux dire par là, c'est que la sécurité, l'hébergeur, la mise à jour du PrestaShop, la version, le plugin qui change, tout ça, c'est vraiment secondaire. Les clients veulent acheter des produits, il faut quand même faut déjà, je pense, être un minimum aligné dans le marché sur répondre à une demande, que le prix soit quand même cohérent, dire que vous soyez un petit peu plus cher que la concurrence, c'est pas grave, mais pas non plus être trop cher, parce que là, concrètement, après ça fait vite le fossé. Et donc, ne faites pas un rase complet de votre boutique PrestaShop ou un upgrade en espérant changer la donne. C'est pas ça la solution. Vous, ce qu'il vous faut faire, c'est une optimisation de votre site par brique et de faire ça sous la forme de micro-objectifs. Ça veut dire, et des micro-objectifs atteignables. Parce que moi, je vois des sociétés qui disent ah non, on va tout changer, on va tout mettre à jour, etc. Mais ils sous-estiment complètement le travail. Ils sont dans l'incapacité de gérer, bien souvent. Mais c'est une réalité, parce que vous avez le patron, il dit oui, on va faire toutes les images des produits, etc. Puis en fait, quand ils en font une, ils voient le temps que ça prend. Puis après, 6 mois plus tard, c'est toujours pas terminé. Donc en fait, mais c'est une petite structure, vous pouvez vous dire, bon je vais refaire un peu les photos de mes produits. Ok, j'en fais 5 par semaine. Je vais faire sur les best-sellers, voilà. Ou je sais pas, vous allez peut-être dire, je vais réviser tous les noms des produits. Ou je vais dire, maintenant, je vais faire une newsletter chaque 2 semaines. Toutes ces micro-actions cumulées vont avoir potentiellement de l'impact sur votre activité. Et donc, là, vous allez me dire, oui, mais quel est le sens avec la refonte, etc. Mais en fait, souvent, la refonte, c'est un espoir que tout se passe mieux. C'est un espoir d'augmenter les ventes. C'est un espoir de résoudre tous les problèmes qu'on avait pour repartir sur quelque chose de mieux. Mais en réalité, les problèmes se déplacent. Ils sont plus forcément au même endroit qu'avant. Et vous avez de nouveaux problèmes. Mais finalement, ce qui compte, les problèmes, tout le monde en a. Et on fait face. Mais ce qui compte, c'est de faire progresser. Et en fait, c'est mieux de continuer à optimiser par petites touches et puis à consolider, à faire quelque chose de vraiment ultra solide, plutôt que de donner des coups dans la fourmilière en disant bon, j'ai fait le shop, boum, maintenant je le laisse en pause. J'attends 6 mois, je commence à refaire des changements. Boum. Après 2 ans, bon, il me plaît plus trop. Bam, je change de template. Oui, ça fait des grosses cassures. Et en fait, il faudrait plutôt dire non. Un peu comme la fourmilière, hein, on rajoute des petits éléments, etc. D'ailleurs, je vais juste regarder, je vais peut-être terminer par ça. Construction.
Parce qu'on a construction de fourmilière. C'est tellement ça en même temps. Regarde toutes ces petites brindilles, hop, hop, hop. Ça semble tellement long, mais en même temps, bah ouais, quand vous refaites un upgrade, etc., ça vous donne un coup de pied là-dedans, quoi. Souvent, c'est ça qui se passe, quoi. Et puis après, bah, vous vous retrouvez peut-être là, avec la base de la fourmilière, vous commencez à refaire un peu le bout, et paf, vous repartez en arrière. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a inspiré, bah vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner bien sûr à 5 étoiles à Webax dans Google, vous recherchez Webax. Je suis content là, j'attends votre notation, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.